Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez brûlant, on peut dire, le potentiel basculement de l'équilibre stratégique mondial. On a avec nous des extraits d'une analyse géopolitique, assez directe, intitulée «Le déclin occidental face aux empires réaffirmés». Ce texte décrit une transformation majeure. D'un côté, on a la Russie et la Chine qui modernisent visiblement très activement leurs forces armées et leurs technologies, et de l'autre, une Europe et une OTAN qui apparaissent fragilisées. Le texte parle de décennies de sous-investissement. Alors, notre mission aujourd'hui, décortiquer un peu cette analyse, essayer de comprendre ce rééquilibrage des forces tel qu'il est présenté là, comment l'Occident se serait retrouvé dans cette position d'après ce document, quelles stratégies spécifiques sont attribuées à Moscou, à Pékin. Et puis surtout, quelles conséquences pour l'Europe, pour le monde, toujours selon ses écrits bien sûr. Oui. Alors, ce qui frappe d'emblée, je trouve, dans cette lecture, c'est le contraste. Le contraste vraiment saisissant qui est posé. Pendant que l'Occident, après la guerre froide, réduisait ses dépenses militaires, se focalisait sur des missions, disons, de basse intensité à l'extérieur, peut-être un peu dans cette idée de fin de l'histoire conflictuelle, hein, eh bien, d'autres acteurs majeurs, c'est ce que dit l'analyse, se préparaient activement, eux, à un tout autre scénario, un scénario de confrontation potentielle. Justement, le document insiste là-dessus. L'Occident aurait réduit ses capacités en matériel lourd, c'est le terme employé. Chars, artillerie, défense antiaérienne. On aurait privilégié des forces plus légères, expéditionnaires. Les budgets de défense européens, c'est noté noir sur blanc, ont stagné, voire baissé pendant longtemps. Résultat, des formats d'armées réduits. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait ailleurs, selon cette source? Pendant ce temps-là, l'analyse pointe des investissements massifs, vraiment massifs de la part de Moscou et de Pékin. Et dans des domaines clés, les drones de nouvelle génération, les capacités cybernétiques offensives, les missiles hypersoniques, ces fameux engins quasi imparables, ou encore le renforcement de leurs capacités spatiales militaires. Et ce décalage technologique et capacitaire créerait, au dire de l'auteur, une vulnérabilité structurelle pour les pays occidentaux. Une vulnérabilité structurelle. Hmm. Concrètement, ça implique quoi? Toujours selon cette perspective, vous, que nos armées européennes actuelles, elles seraient pas prêtes. C'est ça l'idée. C'est l'argument qui est avancé, oui. Elle ne serait pas calibrée pour ce que les stratèges appellent une guerre de haute intensité, c'est-à-dire un conflit conventionnel majeur entre États dotés de technologies avancées. Très différent en fait des opérations de contre-insurrection ou de maintien de la paix qu'on a menées ces 20 dernières années. L'analyse suggère que la perception occidentale du risque, c'est un peu, comment dire, découplé des ambitions et des capacités réellement développées par d'autres. Ce serait pas juste une affaire d'équipement qui manque, mais aussi une adaptation doctrinale, structurelle, jugée insuffisante face à l'évolution de la menace potentielle qui est décrite. D'accord. Abordons la stratégie russe telle qu'elle est décrite. L'analyse, elle avance que, pour Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine s'inscrit dans quelque chose de bien plus large. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette vision qui est présentée dans le texte? Oui, alors l'analyse interprète les actions russes comme visant à restaurer un statut de grande puissance, voire même de pôle impérial, capable de contester l'influence de l'OTAN et de redéfinir les équilibres en Europe. Et pour faire ça, le document met en avant l'utilisation d'outils militaires spécifiques. Il cite par exemple les missiles balistiques Iskander, qui sont réputés pour leur capacité à saturer les défenses adverses par leur nombre, leur vitesse, et puis aussi le développement continu d'armes de nouvelle génération, y compris des armes nucléaires tactiques dont la doctrine d'emploi semble évoluer. Et au-delà du militaire pur, le texte parle aussi de guerre hybride. Comment ce concept est appliqué à la Russie dans cette analyse? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, la guerre hybride, telle qu'elle est présentée ici, c'est une approche qui combine l'action militaire, qu'elle soit conventionnelle ou non, avec d'autres leviers. Par exemple, des campagnes massives de désinformation pour semer le doute, la division, des cyberattaques contre des infrastructures critiques des institutions, et puis aussi des tentatives d'influence politique directe au cœur même des sociétés, des processus démocratiques occidentaux. L'objectif décrit est double. D'abord, contester l'ordre international existant, qui est jugé défavorable à la Russie, et ensuite, affaiblir la cohésion interne des adversaires, et notamment l'Alliance atlantique. Donc une stratégie qui cherche à déstabiliser de l'intérieur en quelque sorte et à paralyser la réaction adverse. C'est un peu ça.
C'est tout à fait l'idée qui est développée, oui. La source parle d'une véritable guerre de pression psychologique, c'est le terme. Une pression exercée contre l'OTAN. Chaque manœuvre militaire d'ampleur, chaque déclaration un peu martiale, même l'agitation de la menace nucléaire, tout ça est analysé comme un outil politique. Un outil qui vise à instiller la peur, à exacerber les divergences entre les alliés sur la conduite à tenir et finalement à freiner ou à diluer les réactions occidentales. C'est une exploitation assez calculée des vulnérabilités perçues chez l'adversaire, notamment sa sensibilité à l'opinion publique et puis ses processus de décision qui sont parfois un peu lents, faut le dire. Passons à la Chine maintenant. L'approche qui est décrite dans le document est différente, mais elle est qualifiée de complémentaire. Il y a un chiffre qui m'a interpellé. Pékin produirait des millions de drones par mois. C'est énorme. Oui, ce chiffre est avancé dans le texte. Bon, il faut peut-être le prendre avec des pincettes, mais il illustre bien la puissance industrielle chinoise. Et surtout sa capacité à transformer certaines technologies, comme ces drones assez bon marché, en véritables armes de masse par la saturation, par le nombre. Mais l'analyse ne s'arrête pas là, évidemment. Elle souligne aussi la modernisation extrêmement rapide de la marine de guerre chinoise. C'est devenu l'une des plus importantes au monde. Il y a aussi la construction assez agressive de bases militarisées en mer de Chine méridionale pour asseoir les revendications territoriales. Et puis une projection d'influence économique et politique qui s'étend maintenant bien au-delà de l'Asie. On le voit notamment en Afrique, en Amérique latine. Et cette influence, elle passe beaucoup par le fameux projet des nouvelles routes de la soie, j'imagine. Comment l'analyse interprète cette initiative? C'est juste économique? Effectivement, si on suit le raisonnement de la source, les nouvelles routes de la soie, la Belt and Road Initiative, ça dépasse largement le cadre d'un simple projet d'infrastructure ou de commerce. C'est présenté comme une stratégie géopolitique majeure, avec plusieurs objectifs. D'abord, sécuriser les approvisionnements énergétiques, les routes commerciales vitales pour l'économie chinoise. Ensuite, créer un réseau d'influence, voire de dépendance économique à travers le monde. Et ultimement, projeter la puissance chinoise à l'échelle globale. C'est une approche qui est décrite comme patiente, de longue haleine, qui s'appuie sur la force industrielle et financière du pays pour remodeler les équilibres mondiaux, et d'une manière qui complète la posture russe, qui elle est jugée plus directement disruptive, disons, à court terme. Et comment le document dépeint la relation entre ces deux stratégies, russe et chinoise? Est-ce qu'elles sont coordonnées ou c'est juste une convergence d'intérêts? L'analyse parle plutôt d'une convergence d'intérêts, oui, plus que d'une alliance formelle totale. Elle note que Pékin apporte un soutien diplomatique important à Moscou, notamment dans les instances internationaux, critique l'ordre mondial dominé par l'Occident, mais la Chine poursuivrait avant tout ses propres objectifs stratégiques. Le plus crucial étant évidemment la question de Taïwan, qui est qualifiée de ligne rouge absolue. Donc, il y aurait un jeu complexe d'intérêts, parfois aligné, affaiblir l'influence américaine, par exemple, parfois divergent, la Chine qui profite peut-être économiquement des sanctions contre la Russie. Mais l'effet global, selon cette lecture, c'est celui d'une pression accrue et de fait coordonnée sur l'Occident. Ce qui nous amène à la situation de l'Europe et de l'OTAN. Le portrait qui est dressé par la source est assez peu flatteur, non? Plutôt préoccupant, oui. Il est décrit comme contrasté et préoccupant, oui. D'un côté, l'Europe reste une puissance économique, commerciale de premier plan, ça personne ne le nie, mais de l'autre, elle est dépeinte comme étant militairement très dépendante des capacités américaines au sein de l'OTAN. Ce fameux parapluie américain, sur lequel l'Europe s'est longtemps reposée, il est présenté comme de moins en moins garanti. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont eux-mêmes confrontés à la montée en puissance chinoise en Asie-Pacifique. Et ça pourrait les amener à devoir réorienter leurs priorités, leurs ressources stratégiques. D'accord. Et cette dépendance, quelles sont les conséquences concrètes pour les armées européennes, d'après l'analyse? Quelles faibles spécifiques sont mises en avant? Le document pointe plusieurs lacunes jugées critiques. Un manque criant d'équipements modernes dans certains domaines clés, défense anti-aérienne, frappe longue portée, renseignement. Des stocks de munitions qui seraient dangereusement bas, insuffisants pour soutenir un conflit de haute intensité sur la durée. Et puis une capacité limitée à projeter des forces importantes rapidement et loin de leur base. En somme, une fragmentation des efforts, des budgets longtemps insuffisants et une culture stratégique qui aurait trop misé sur la protection américaine. Voilà un peu le tableau. Cette situation soulève donc la question de l'autonomie stratégique européenne, forcément. Comment l'analyse aborde ce point? C'est une nécessité?
C'est présenté comme un impératif urgent, vraiment urgent. La pression psychologique exercée par la Russie, telle qu'on l'a décrite, exploiterait justement ces faiblesses perçues, et aussi les inévitables divergences d'approche entre pays européens et au sein de l'Alliance. La dépendance historique, qui était peut-être vue comme confortable ou efficace en termes de coûts, eh bien, elle deviendrait une vulnérabilité stratégique majeure dans ce nouvel environnement. Donc, l'analyse suggère que l'Europe est face à un choix assez fondamental. Soit continuer sur la même trajectoire et risquer la marginalisation, soit investir massivement et surtout de manière coordonnée dans sa propre défense et sa souveraineté. Et ces dynamiques, elles ne se limitent pas à l'Europe ou à l'Asie, si je comprends bien. L'analyse parle de conséquences géopolitiques globales. Où est-ce qu'on voit ces effets se manifester concrètement? Oui, le texte cite plusieurs exemples pour illustrer cette reconfiguration mondiale qui serait en cours. En Afrique, par exemple, on observerait un gain d'influence significatif de la Russie, via notamment le groupe Wagner ou des accords de sécurité, et de la Chine par les investissements massifs. Et ce, au détriment de l'influence européenne traditionnelle. C'est particulièrement visible au Sahel, par exemple. D'accord. Et ailleurs dans le monde? Amérique latine, Moyen-Orient? En Amérique latine également. L'analyse souligne les investissements chinois considérables dans des secteurs stratégiques, les ports, l'énergie, les télécommunications. Ça crée des liens économiques très forts et potentiellement une dépendance politique accrue. Au Moyen-Orient, le document met en lumière ce qui est décrit comme une alliance de circonstances croissante entre Moscou, Pékin et Téhéran. Ils sont unis par leur volonté commune de contester ce qu'ils perçoivent comme l'hégémonie régionale et globale de l'Occident. Donc, si on suit cette lecture, on n'est plus face à des crises régionales isolées, mais à une contestation systémique, en fait, de l'influence occidentale, sur plusieurs fronts en même temps. C'est une véritable bascule de l'ordre mondial qui est décrite ici. C'est exactement ça. C'est la thèse centrale de ces extraits. L'ordre mondial unipolaire, ou en tout cas dominé par l'Occident, qui a suivi la fin de la guerre froide, eh bien, il serait en train de laisser la place à un monde plus conflictuel, multipolaire. Un monde où l'influence occidentale est activement remise en question sur tous les continents par ce duo russo-chinois aux intérêts convergents, même si leurs stratégies diffèrent. La compétition ne serait plus seulement économique ou idéologique, mais de plus en plus géopolitique et militaire. Alors, si on devait synthétiser les points vraiment saillants de cette analyse, pour quelqu'un qui découvrirait le sujet à travers ces extraits, qu'est-ce qu'il faut retenir en priorité? Bon, premièrement, l'existence supposée d'un décalage. Un décalage technologique et militaire qui se creuserait entre l'Occident, qui aurait désinvesti, et ce bloc Russie-Chine qui aurait massivement investi. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, des stratégies qui sont distinctes mais jugées complémentaires de Moscou et Pékin pour remodeler l'ordre mondial. La Russie par une posture plus directement conflictuelle et la guerre hybride, la Chine par la puissance industrielle, l'expansion économique globale et une montée en puissance militaire plus patiente. Troisièmement, une Europe qui est décrite comme une puissance économique certes, mais militairement dépendante, en retard et soumise à une pression stratégique et psychologique croissante. Et enfin, quatrièmement, des conséquences globales très concrètes de cette dynamique, avec une influence occidentale qui est contestée en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Oui, et la conclusion qui ressort de cette analyse, elle est assez abrupte, il faut le dire. Elle suggère qu'on se dirige vers un monde multipolaire, potentiellement instable, et dans ce monde, l'Europe, si elle ne réagit pas vigoureusement, elle risque quoi? De perdre son statut d'acteur stratégique majeur, devenir en gros un simple terrain de jeu pour les autres puissances. Pour éviter ce scénario, le texte insiste sur la nécessité d'une réindustrialisation militaire rapide et massive en Europe, d'une coopération beaucoup plus poussée, beaucoup plus concrète entre pays européens et de l'adoption d'une véritable stratégie de souveraineté assumée, pas seulement dans les discours, quoi. Mais ce qui est frappant, vraiment, c'est le sentiment d'urgence qui imprègne toute l'analyse. Il y a une phrase qui revient un peu comme un leitmotiv, le temps joue contre l'Occident. L'idée avancée, c'est que chaque mois, chaque année qui passe, sans réaction forte, coordonnée, Moscou et Pékin consolident leur position, leur capacité, pendant que l'Europe, elle, se perdrait peut-être en débats internes, en hésitation.
La fenêtre d'opportunité pour inverser cette tendance décrite, elle se refermerait progressivement. Ça donne effectivement matière à réflexion. Et pour conclure, peut-être une question que soulève cette analyse et qu'on peut laisser mûrir. Face à cette course contre la montre qui est décrite, et compte tenu des décennies de tendances inverses qu'on a évoquées, baisse des budgets, focalisation sur l'économie, culture de paix, quelle est la capacité réelle, politique, industrielle, mais aussi culturelle, sociétale peut-être de l'Europe à opérer ce réarmement matériel et mental qui est jugé nécessaire par l'auteur pour inverser la dynamique? C'est sans doute l'un des enjeux majeurs des années à venir, non ?